Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis d'être avec vous pour ce webinaire consacré à l'influence RSE des marques. Donc, je suis Sonia Metché, directrice d'études chez Onclusive France, et je suis accompagnée par Christophe Asselin, content spécialiste, qui a réalisé l'étude Brand Influence Index et qui va vous présenter les résultats. Alors, côté Bonjour. pratique, ce webinaire, bonjour Christophe, va durer environ 45 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions via l'onglet questions de la plateforme. Nous y répondrons par écrit ou en live après la présentation. Le replay de ce webinaire sera aussi dispo après cette session. Donc, vous recevrez un email qui vous permettra de le télécharger. Alors, cet échange, il s'inscrit dans un moment un peu particulier, puisque certaines entreprises renoncent à leur politique de diversité, y compris en Europe. On l'a vu avec SAP récemment. Certaines dimensions de la RSE sont donc questionnées, alors que toutes les dernières enquêtes d'opinion montrent que les Français y sont profondément attachés. Donc, il y a une enquête de nos confrères de Kantar et aussi de nos confrères d'Ipsos, là, qui vient de sortir, qui nous explique que les 3/4 des Français souhaitent le maintien des politiques de diversité dans nos entreprises et, je dirais mieux encore, 2/3 des Français ont une meilleure image des entreprises qui cherchent à représenter la diversité de la société française. Donc, contrairement aux États-Unis, la diversité n'a pas été largement politisée dans le débat public et l'attachement des politiques de diversité en France, il est bien présent. Et c'est donc dans ce contexte que nous allons vous présenter donc dans un premier temps les enseignements de cette étude avant d'aborder la question de la mesure de la RSE, de la communication RSE telle que nous la pratiquons chez Onclusive, à partir de toute notre suite d'outils que vous voyez à l'écran, depuis la collecte et la veille médiatique jusqu'aux analyses, à la mesure et aux insights. Donc, je vais laisser la parole à Christophe pour démarrer sur la méthodologie de cette étude. Merci Sonia. Oui, effectivement, donc on a lancé le mois dernier cette étude Brand Influence Index. Quelques mots déjà sur la méthodologie qu'on a employée. On s'est concentré sur 90 entreprises qui figurent au départ parmi les 500 marques les plus influentes du classement qui s'appelle le World Brand Lab. C'est un classement qui mesure l'influence des marques dans le monde entier à travers leur part de marché et leurs différentes politiques en termes de développement durable et autres. Et donc, c'est notre population de départ. Et ensuite, on a analysé sur cette base l'efficacité avec laquelle chaque marque communique. Et ça nous a permis de créer un classement à la fois mondial et un classement européen de 90 marques basé d'une part sur leur influence médiatique globale et puis aussi des scores médias développement durable et des scores médias DEI. Alors DEI, c'est un terme que je vais employer ce matin souvent, c'est diversité, équité et inclusion. Alors pourquoi cette étude, pourquoi ce classement? En fait, comme vient de le dire Sonia, on est dans un environnement extrêmement mouvant, alors dans pas mal de domaines, en géopolitique, mais aussi au niveau du paysage économique, au niveau de la communication, de la prise de parole pour les entreprises, globalement et pour certains sujets précis comme la diversité et le développement durable. Concernant DEI, donc diversité, il y a eu par exemple trois moments importants. Dès l'été 2024 aux USA, il y a eu la décision de la Cour suprême de revenir sur certaines formes de discrimination positive dans des universités américaines. Premier moment. Deuxième moment, la victoire de Trump aux élections en novembre. Et puis, troisième moment, son arrivée et ses prises de fonction effectives à la Maison Blanche en janvier. Et on s'est aperçu qu'au cours de ces trois étapes, donc été 2024, novembre et janvier, il y a certaines marques et entreprises qui ont pris des décisions, qui ont anticipé des changements et qui ont communiqué sur
des différents changements de leur politique. Pour le développement durable, ça a été un peu pareil, même si ça a été parfois moins visible, mais il y a eu aussi un impact de la politique de Trump, avec par exemple des banques qui ont revu leur politique de développement durable. En Europe, des compagnies pétrolières qui sont revenues, qui font marche arrière sur leurs investissements dans les énergies renouvelables, lobbying de syndicats européens, etc. Donc on voit que ça bouge régulièrement. Et donc même une entreprise qui en janvier dit qu'elle va rester ferme dans sa politique de diversité peut déclarer un mois plus tard, face à la pression de l'administration de Trump, des actionnaires ou parce qu'elle a tout simplement des procès, eh bien elle peut déclarer qu'elle va faire finalement machine arrière. Donc un contexte très mouvant. Alors ce que nous apprend ce classement, Brand Influence Index 2025, c'est que ça montre clairement le niveau d'influence de chaque marque sur la perception du public via les médias traditionnels et via les médias sociaux, en particulier dans le contexte DEI et développement durable. Alors, ce qui est important, c'est de voir que cette analyse, ce classement ne note pas les entreprises sur la base de la qualité réelle de leur politique de diversité ou de leur politique de développement durable. Il y a pas mal de classements qui existent pour cela. Donc, nous, notre métier, c'est la veille média et l'analyse média. Et donc, on va évaluer ici l'efficacité avec laquelle les marques communiquent sur leur politique et sur leurs initiatives, la manière dont cette communication est répercutée par les médias et les médias sociaux, puis perçue par le public. Alors, un petit focus sur la méthodologie en toute transparence. Comment on a procédé pour ce classement? On a d'abord calculé un score global, donc qui mesure l'influence globale de la marque, à la fois dans les médias grand public et les médias sociaux, sur une période de 12 mois. Donc on a pris en compte différents critères que je vais vous présenter après. C'est un score qui va varier, hein, c'est vraiment des valeurs absolues. Il va varier entre 5 pour les marques influentes et 575 pour la marque la plus influente. Et puis à part, on a calculé deux scores, donc le score DUI, qui est une note sur 100, donc qui mesure l'impact de la communication des marques en termes de diversité et d'inclusion, et le score de sustainability, donc développement durable, même principe sur 100, qui va mesurer l'impact de la communication des marques en matière de développement durable. Et encore une fois, j'insiste, ce sont des scores d'impact et de perception. Donc potentiellement, une marque qui communique beaucoup sur des rares initiatives en développement durable, par exemple, peut avoir une meilleure note qu'une marque qui communique peu ou qui communique mal sur de très nombreuses initiatives. Alors, si je regarde plus en détail les scores, le score d'influence média globale, donc calculé sur 12 mois, on a regardé l'influence globale sur les réseaux sociaux et aussi l'influence globale dans les médias, c'est-à-dire la presse écrite, télévision, numérique et la radio. On regarde les mentions de la marque, le reach, l'indicateur intéressant dont je vais reparler juste après, le nombre de personnes qui en parlent, les sentiments, et puis les mentions du PDG. Alors, les mentions du PDG, c'est intéressant. On prend toutes les mentions, pas seulement les mentions qui sont liées à son entreprise ou à sa marque. Exemple évident, quand Elon Musk prend la parole sur différents sujets économiques ou autres, dans le cadre de son rôle dans l'administration de Trump, il va avoir un impact sur l'image de marque et les consommateurs et les prospects de la marque Tesla, même s'il ne cite pas Tesla dans ses prises de parole. Donc c'est pour ça qu'on a pris globalement l'ensemble des mentions du PDG. Alors pour faire tout ça, c'est entièrement transparent hein, pour collecter les différents indicateurs. On utilise nos outils propriétaires, que ce soit pour les médias sociaux ou pour les médias traditionnels. Donc là, on voit par exemple la collecte de données pour Microsoft et son PDG Satya Nadella. Donc, enfin, c'est de la donnée, c'est des choses très concrètes derrière puisqu'il s'agit vraiment de mentions. Et puis la même chose avec nos outils donc de médias traditionnels qui vont analyser donc cette fois-ci toutes les prises de parole et les mentions dans les médias traditionnels, que ce soit presse écrite, digitale, TV ou radio. Pour les scores diversité et développement durable,
On les a calculés cette fois-ci sur 3 mois, tout simplement pour bien prendre en compte les forts changements qu'il y a eu au cours notamment de novembre, décembre et janvier, donc au cours de ces derniers mois-là, pour bien ressentir cet impact. Donc là, pour les scores diversité, on a regardé à la fois les médias traditionnels et médias sociaux, on a regardé les mentions sur les politiques de diversité, les sentiments positifs, les sentiments négatifs, le reach, et même principe pour le développement durable. Sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels, on a regardé les mentions des marques associées au développement durable et les sentiments positifs et négatifs. Et toujours le reach. Le reach, c'est le nombre de personnes potentiellement impactées par un message, par une mention, par un article. Et c'est un indicateur essentiel dans le calcul de nos scores, car ça permet de ne pas systématiquement favoriser les entreprises qui auraient beaucoup de mentions. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui vont avoir beaucoup moins de mentions que des mastodontes comme Apple, Google ou Microsoft, mais le nombre de personnes touchées par chaque mention va être proportionnellement plus élevé, plus grand, car ils ont des sources et des émetteurs plus influents. C'est le cas par exemple de Nvidia, qui a beaucoup moins de mentions que les grandes marques tech américaines, mais qui va avoir un reach très intéressant sur certaines de ces mentions. Donc ça permet de bien pondérer l'influence des marques, cet indicateur du reach. Et là encore, on va utiliser nos outils propriétaires pour capter toutes les mentions autour des concepts de développement durable ou de diversité et d'inclusion. Et à la fin de la démarche, on a concaténé, synthétisé tous ces indicateurs dans un grand tableur avec des formules de pondération qui servent notamment à mixer les données social media et les données médias traditionnels. Puisque c'est pas toujours évident de comparer un post sur les réseaux sociaux, un post sur LinkedIn, un post sur Facebook, un post sur X au poids d'un article. Donc dans certains cas, eh bien il y a les articles, ils vont peser beaucoup plus lourd en termes d'influence qu'un post sur X par exemple, mais à l'inverse, je reprends l'exemple d'Elon Musk. Donc, un post d'Elon Musk sur X, ça peut peser beaucoup plus de poids et d'influence qu'une mention dans un média traditionnel. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé certaines formules de pondération et toujours indicateur du reach qui permet de prendre en compte la véritable influence de chaque mention. Donc, si je regarde un peu le calcul du score avec l'exemple d'une marque, comment ça se passe, sans rentrer dans tous les détails, mais pour vous montrer un peu la philosophie. L'exemple de Microsoft, plus de 16 millions de mentions dans les médias sociaux. Le reach est relativement moyen. Par contre, ils ont 5,7 millions de mentions dans les médias traditionnels, donc c'est un chiffre qui est exceptionnellement élevé. Ils ont plus de 106 000 mentions du PDG Satya Nadella. C'est certes moins qu'un Musk ou un Zuckerberg, mais il a une très bonne notoriété, donc une forte influence quand même. Et sur la base de ces différentes données, on obtient un score d'influence média global de 102. Pour le score DEI maintenant, plus de 4000 mentions dans les médias sur les politiques DEI de Microsoft. Il y a une perception mitigée toutefois, 56% d'opinions positives, mais 22% d'opinions négatives. Notamment parce que Microsoft, d'une part, avait défendu publiquement l'importance de sa politique de diversité, tout en se séparant discrètement de son équipe DEI en juillet 2024. Dans ce contexte, ils obtiennent un score média DEI dans la moyenne de 44 sur 100. Score de développement durable, il y a beaucoup de communication de la part de Microsoft et à propos de Microsoft pour le développement durable. 20 000 mentions sur les médias sociaux, plus de 36 000 mentions dans les médias, ce qui est très élevé, dont 90% sont positives. Et globalement, on voit dans l'analyse que Microsoft est perçu comme un leader en matière de développement durable, malgré des critiques sur l'impact environnemental, par exemple, de ces data centers. Et c'est des critiques qui sont moins visibles généralement que les articles, les mentions positives sur ces politiques de développement durable. Et donc, dans ce contexte, on obtient un score média de durabilité, de communication sur la durabilité de 91 sur 100, ce qui est un très bon score. Alors, quelques classements et enseignements maintenant de
ce brand index. Et si vous voulez avoir des détails, évidemment, je vous renvoie aux études respectives. Alors tout d'abord sur le classement global. Si on regarde le top 10 des marques classées par score global d'influence, eh bien, un certain nombre d'enseignements. On voit qu'il y a une domination technologique, une prédominance de la tech américaine avec 7 des 10 premières marques du classement global qui appartiennent au secteur technologique américain. On peut dire qu'il y a aussi un découplage entre l'influence globale, donc vous voyez dans la colonne de gauche, et l'engagement en termes de DEI et de développement durable pour certaines marques. Découplage, c'est-à-dire que par exemple, il y a YouTube qui domine le classement en termes d'influence globale avec 575 points, mais il a des scores extrêmement faibles en DEI et en durabilité, 6 points et 7 points. Pourquoi? Parce que c'est une marque donc du groupe Google Alphabet qui communique très peu sur sa propre marque, YouTube, mais qui a une influence très forte dans les médias et les médias sociaux, car c'est devenu finalement un canal à part entière, voire une chaîne de télé. Aux USA, par exemple, la télé, c'est l'équipement numéro un pour regarder YouTube. C'est pas le mobile ni l'ordinateur, c'est la télé. Cette année, on fête les 20 ans de YouTube, donc très forte exposition. Et puis ça demeure le réseau social le plus utilisé par chaque tranche de la population. Si vous regardez les études, plus qu'un Facebook qui est plutôt orienté sur les segments les plus âgés, YouTube est très fort sur l'ensemble des segments de la population, ce qui est une vraie spécificité. Ce qui nous apprend aussi le top 10 global, c'est qu'il y a une véritable influence des PDG dans l'influence globale de la marque. L'image personnelle des dirigeants façonne fortement la perception des marques. Il y a Elon Musk, évidemment, pour Tesla, Mark Zuckerberg pour Meta, Facebook, mais par exemple, j'en parlais tout à l'heure déjà, Nvidia doit beaucoup à sa visibilité maintenant grâce aux prises de parole fréquentes de son PDG, Jensen Huang, avec le sujet porteur de l'IA. Donc, on le voit souvent en conférence. Puis en France, on pourrait citer un Patrick Pouyanné pour Total Energy qui prend souvent la parole dans les médias et souvent en dehors des sujets de son cœur de métier, donc l'énergie. Il lui a pris la parole, par exemple, le mois dernier sur la souveraineté du cloud. Donc, dans ces cas-là, les PDG génèrent beaucoup d'influence pour leur marque. Si on regarde maintenant le top 10, cette fois-ci pour le score diversité et inclusion, alors, on a déjà parlé pour diversité et inclusion, on a déjà parlé du fait que les marques reconfiguraient leurs programmes depuis l'été 2024. Il y a plusieurs entreprises majeures comme Amazon, Google, Meta qui ont modifié ou réduit leurs initiatives dès l'été 2024. On voit qu'il y a un leadership fort de 3 marques, Apple, Johnson & Johnson et American Express, qui obtiennent des scores ex aequo. Et puis, il va y avoir certaines approches contrastées, c'est-à-dire qu'il faut bien noter qu'il peut y avoir des perceptions positives de la part du public sur les médias sociaux notamment, qui peuvent exister malgré des réductions d'initiatives en matière de politique de diversité. Par exemple, on voit que là, dans le classement, il y a Tesla en 7e position, donc ça peut vraiment surprendre, parce que Tesla, du fait de la présence d'Elon Musk, a réduit évidemment ses politiques de diversité et d'inclusion, mais il y a beaucoup de messages de partisans républicains, pas forcément des purs Trumpistes ou MAGA, mais des partisans républicains qui applaudissent, ils sont très favorables au fait que Tesla réduit ses initiatives en matière de DEI en faveur, par exemple, du critère du mérite, en faveur de la méritocratie. Donc, il y a vraiment une perception majoritaire positive de la nouvelle politique DEI communiquée autour de Tesla. Dans le classement, on voit aussi qu'il y a des marques comme Microsoft, j'en ai déjà parlé, ont un score DEI assez positif basé sur la perception du public, malgré le fait qu'ils soient séparés d'une partie de leur équipe DEI en juillet 2024. Mais c'était un moment où il y avait moins d'intention médiatique sur les marques à l'époque, puisque c'était avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Et à l'inverse, il y a des marques comme Walmart qui ont modifié leur politique DEI après la victoire électorale de Trump, donc il y avait une forte attention médiatique. Et donc,
eh bien, tous les médias scrutaient ce genre de communication. Donc le rapport à l'analyse souligne l'importance vraiment du contexte politique, du moment de communication et de la puissance d'une stratégie de communication solide dans ce cadre-là. Si on regarde maintenant le top 10 du score, cette fois-ci de développement durable, alors on a déjà parlé de Microsoft qui est en tête. Si on regarde la deuxième marque, Prada ici, en matière de développement durable, Prada a accru effectivement son utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement, notamment le coton biologique et le nylon recyclé, des alternatives durables au cuir par exemple. Donc la marque a communiqué là-dessus. Et donc c'est une communication finalement très concrète. Hein. Elle ne communique pas forcément sur des scores de décarbonation comme certaines autres marques. Ça va être parfois des communications un peu obscures et un peu opaques pour le grand public. Là, ils font de la communication notamment via des ambassadeurs de marque comme l'acteur Benedict Cumberbatch. Donc, ça a beaucoup d'impact. C'est très concret. Hein. Ils parlent du nylon recyclé, là, la campagne Renylon Collection, via des ambassadeurs de marque. Donc, c'est pour ça qu'il y a notamment une très forte présence dans la communication de Prada et une très forte reprise dans les médias sociaux, ce qui explique ce score. Si on regarde maintenant le top 10 global pour la France, alors on voit que L'Oréal domine le score global d'influence, que c'est Louis Vuitton qui est au top du classement en diversité, et puis que c'est AXA qui domine les scores en termes de durabilité. L'Oréal, c'est une marque française donc très citée dans les médias grand public, hein, large couverture médiatique en raison de son rôle central dans ce qu'on peut dire l'élaboration de tendances de consommation, des pratiques commerciales et des discours sur la durabilité et l'éthique dans le secteur dans le secteur de la beauté. Donc il y aurait beaucoup à dire. Il y a des investissements substantiels dans les technologies de la beauté, ce qui fait qu'elle a un score global d'influence très très important. Louis Vuitton maintenant pour score de diversité, ils ont mis en œuvre et communiqué sur plusieurs initiatives pour promouvoir la DEI au sein de l'organisation. Il y a des programmes de formation et des mises à jour des politiques qui ont favorisé une culture d'entreprise plus inclusive. Et il y a des employés qui reprennent ces politiques, qui font état d'une sensibilisation accrue à ces questions de diversité. Puis ils ont par ailleurs nommé un directeur DU à New York. Il y a des programmes aussi de la maison mère, LVMH, pour la diversité. Donc ce qui explique ce score et ce fort impact de la communication autour de la diversité de la part de Louis Vuitton. Puis de son côté, AXA, on voit à travers les communications et la reprise des messages qu'ils font preuve d'un fort leadership en matière de développement durable, et notamment le plan stratégique 2024-2026 sur la transition climatique, l'assurance inclusive et les investissements verts qui est souvent repris. Voilà pour ce qu'on peut dire brièvement sur le classement global top 10 en France. Puis pour terminer sur les enseignements, il y a des implications stratégiques de communication, c'est-à-dire que on voit que à travers cette étude, il y a une importance vraiment de la perception, c'est-à-dire que l'étude confirme vraiment que l'influence d'une marque va dépendre davantage de la capacité à communiquer efficacement au bon moment, davantage des communautés, des relais des communautés, des messages de la marque. Par exemple, toujours l'exemple de Tesla. Davantage que de la qualité finalement intrinsèque des initiatives. Il y a aussi la nécessité d'une adaptation au contexte politique. Les entreprises doivent naviguer au sein d'un environnement réglementaire assez mouvant, qui est parfois très localisé, pour le développement durable notamment, tout en essayant de maintenir une cohérence dans les valeurs. C'est ce que s'efforce de faire, par exemple, Tim Cook, PDG d'Apple, dans ses différentes prises de parole. Il y a un rôle amplificateur justement des PDG, j'en ai parlé. L'image personnelle des dirigeants est souvent indissociable de la perception des marques qu'ils dirigent. On peut citer Tesla, mais aussi Morgan Stanley, Apple, ACS. Alors ACS, j'en parle parce que c'est la personne qui est à droite de Zuckerberg, là sur l'écran, qui dirige ce groupe. C'est un groupe de construction espagnol. Et son PDG, c'est Florentino Pérez, mais qui est beaucoup plus connu comme président de l'équipe de foot du Real Madrid.
Et donc, quand il prend la parole, on cite souvent le fait qu'il est PDG de cette entreprise de construction ACS, mais évidemment, ces prises de parole relayées concernent majoritairement le Real Madrid. On voit que ça a un impact ensuite sur la marque. Et puis enfin, il y a une nécessité d'un équilibre entre la performance et l'authenticité, c'est-à-dire que les entreprises doivent absolument concilier la performance économique et des engagements sociétaux crédibles, et quand ce n'est pas le cas, bien là, ça nuit à la cohérence de leur communication. Voilà pour l'étude Brand Index, et je vais laisser la parole maintenant à Sonia qui va nous parler de son approche pour la mesure et l'évaluation de la communication RSE dans le cadre des études. Oui, donc dans cette seconde partie, on va s'intéresser aux différentes approches pour mesurer la performance de la communication RSE. Et en préambule, une planche qui fait tout à fait le lien avec ton étude, Christophe. Elle est issue en fait de l'Université de Californie qui a interrogé des professionnels de la communication et des étudiants américains en leur demandant de citer les éléments les plus importants d'une campagne engagée. Et on voit bien tout de suite que la RSE, c'est le lieu de l'authenticité par excellence. Et c'est toute la difficulté de la communication, c'est d'être en permanence sur cette ligne de crête entre un engagement sincère et un engagement plus déclaratif qui sera alors immédiatement perçu comme opportuniste. Et puis le deuxième enseignement, c'est que tu as parlé de l'importance des CEO, mais on voit aussi l'importance de rassembler toutes les parties prenantes de l'entreprise. Elle doit être pertinente pour les clients et aussi engager les employés. Et donc, c'est finalement un équilibre tout à fait horizontal à trouver. Et finalement, quand on mesure la performance de la RSE, on va retrouver en fait toutes ces composantes dans la manière de mesurer la performance des actions de com à visée RSE. Et donc, si on doit synthétiser, on va dire 4 grandes approches. Alors, on va avoir en fait, d'abord, si tu peux juste changer de slide, merci. Donc, la mesure de la performance, mais en contexte, donc avec son secteur et en ayant des repères. Donc, ça permet de relativiser les données et aussi finalement de ne pas minimiser une performance qui pourrait être, en termes quantitatifs, qui pourrait sembler trop faible par rapport à d'autres initiatives, mais qui, si on la compare à ses pairs, pourrait être tout à fait satisfaisante. Donc mesurer en contexte. Ensuite, on l'a vu, il faut mettre l'engagement humain au cœur de la mesure, au cœur du dispositif d'évaluation. C'est ce qui fait la différence, parce que la RSE, c'est comme la culture d'entreprise, c'est un vecteur de lien, et donc il est très important, voire essentiel, de mesurer l'apport des parties prenantes. Ensuite, autant que possible, mais je dirais comme toutes les communications RP essentielles, essayer d'évaluer l'impact sur les objectifs de l'organisation, puisque les démarches RSE, elles ne s'envisagent pas de manière isolée. Que ce soit ici l'augmentation de la notoriété, l'augmentation de l'engagement ou une évolution de la réputation de l'entreprise. C'est la partie qui est complexe à mettre en œuvre, puisque la RSE, sa valeur est beaucoup moins évidente qu'une valeur économique ou technologique. Et enfin, dernier point, regarder les progressions sur un temps plus long que pour d'autres actions de communication. C'est ce qui permet aussi de valider des choix stratégiques plus immatériels en gardant une approche orientée data. Alors, je vais vous montrer quelques exemples sur cette mesure en prenant le secteur de l'assurance. Donc d'abord, contextualiser CRP, c'est regarder à la fois ce qui se passe dans l'actualité, bien sûr, mais aussi ce qui se passe dans son secteur, c'est-à-dire dans la communication de ses pairs. Donc ici, vous voyez sur cette slide, par exemple, sur le secteur de l'assurance, il y a eu plus de 550 communiqués émis en 2024. Et les communiqués RSE se situent en bonne position. Ils sont au milieu du tableau, 16% des communications. Et tous les terrains de la RSE sont bien investis, avec un focus particulier donné aux actions environnementales et à l'inclusion et la diversité,
mais on voit que la culture et le social sont aussi extrêmement bien représentés, tout comme la santé. Et si on met en perspective le volume des communications émises et le bruit média earned gagné, ben on pourra voir qu'il y a certaines séquences qui sont plus ou moins propices au RP. Par exemple, durant les séquences électorales du mois de juin qui ont précédé celles des JO au mois d'août, ben, il y a moins de visibilité gagnée malgré un très fort volume de communiqués émis, tout simplement parce que le paysage médiatique était extrêmement encombré sur cette période. Alors, contextualiser, c'est aussi se comparer. Donc, la comparaison avec d'autres actions permet de bâtir un référentiel quantitatif. Donc, ça peut être se comparer à ses propres actions ou à celles de ses pairs. Donc, si on prend… Alors, ce cas de référentiel, en fait, il va permettre de… C'est en fait un soutien pour objectiver ses propres chiffres et le chiffre de les indicateurs de ses opérations. Donc, si on prenait ici l'exemple du communiqué de CNP Assurance, le premier, qui est une initiative visant à faciliter l'accès à l'assurance pour les personnes ayant surmonté un cancer du sein. Donc, on pourrait dire, avec cette planche, qu'il est bien visible, comparé à la médiane de son secteur d'activité, en termes de retombées générées et aussi en termes de nombre de contacts touchés. On pourrait aussi mesurer le poids des contenus dédiés et également le poids des contenus qualifiés. Donc qualifiés, ça peut être parce qu'ils contiennent des éléments qualitatifs, comme des visuels ou des éléments de langage, ou aussi parce que son ciblage est réussi. Donc ici, 75% par exemple de la cible grand public qui était visée atteinte. Alors, pour objectiver cette réussite, on peut aussi raisonner en termes de gains de perception qualitative, donc un gain de perception positive pour la marque gagnée par rapport à la moyenne de l'année. Par exemple, ici, 17 points de perception positive gagnés par rapport à la même période l'année précédente. Ou on peut aussi s'intéresser à l'exposition des enjeux de durabilité prioritaire auprès des cibles grand public et mesurer en fait l'évolution finalement du cadrage médiatique avant, après, par mois, par année, le champ sémantique, donc des éléments beaucoup plus qualitatifs. Et là, on s'inscrit davantage sur une période plus longue. Alors, Christophe a parlé de l'influence des CEO. Et en fait, c'est vrai que toutes nos études de visibilité RP montrent que le gain en fait de visibilité des messages, il est facilité par les prises de parole directes des CEO et des parties prenantes, en particulier à la radio et à la télévision sur des créneaux à plus fortes audiences, donc matinales et grandes, les heures d'écoute qui génèrent le plus de contacts, et aussi par des reprises de propos sur des supports bien ciblés. Et donc, les parties prenantes créent du lien dans les médias traditionnels aussi, pas que sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la valeur ajoutée de la communication incarnée. Et c'est vrai que dans les entreprises à mission, donc comme ici pour CNP, en général, les membres du comité exécutif sont sponsors des enjeux de durabilité. Donc l'évaluation de leur contribution, elle est essentielle dans le dispositif de mesure. Si on met en place un programme de média training en interne, pour incarner les enjeux, on peut tout à fait imaginer faire du test and learn avec quelques indicateurs bien choisis par canal, own media, earned media. Alors, où fixer la barre pour ces indicateurs parties prenantes? Barre basse, barre médiane, barre haute. Bien sûr, en se comparant. Donc, en se comparant, par exemple, à des pairs, sur des séquences de communication similaires, ou, deuxième option, en travaillant par analogie, en se comparant à des pairs dans d'autres secteurs d'activité, sur d'autres actions RSE, par exemple, un leader sectoriel et un challenger sectoriel,
sur leurs actions RSE. Donc travailler par analogie, c'est tout simplement repérer les bonnes pratiques dans d'autres secteurs d'activité. Et si on va jusqu'au bout de la démarche de mesure, on va passer sur cette matrice simplifiée de la mesure de performance de la communication, donc qui a pour objectif de corréler la mesure d'efficacité DRP avec les mesures d'impact sur les objectifs de l'organisation. Donc cette matrice, vous pouvez aussi la retrouver de manière un peu plus approfondie sur le site du SCRP, qui définit finalement un cadre d'analyse globale, une sorte de framework. Donc si les objectifs de l'organisation, c'est plutôt d'agir sur les attitudes et les comportements, on va pouvoir mesurer par exemple l'engagement sur les réseaux sociaux, ou encore l'évolution du nombre de visites sur le site internet de l'entreprise, ou encore, par exemple, le nombre de téléchargements d'un document après une opération. Si on est plutôt sur des objectifs réputationnels, on va passer par un sondage d'opinion, un baromètre, par exemple, d'image auprès des Français, ou un NPS score auprès des consommateurs. Donc, bien sûr, les corrélations peuvent être complexes à mettre en place, mais un exemple tout simple à mettre en œuvre sur une mesure d'engagement, si on peut passer sur la slide suivante, ce serait par exemple comparer, benchmarker des contenus RSE postés sur LinkedIn avec d'autres contenus importants pour l'organisation, corporate ou produit, et d'évaluer finalement le taux d'engagement et la part de voix sur l'ensemble des interactions générées sur le compte LinkedIn de l'organisation. Voilà une mesure d'impact parmi les plus faciles à mettre en œuvre. Donc, on sait donc aujourd'hui que les marques, ce sont plus seulement des agents économiques, ce sont avant tout des agents culturels avec des valeurs et un engagement, et c'est seulement en fait en tant qu'entité responsable qu'elles peuvent maximiser leur influence. Et c'est cette dimension responsable qui se mesure sur un temps long. C'est parfois difficile avec certains modèles économiques court-termistes, mais la RSE, c'est du temps long. Et on n'est pas obligé de passer par des modèles économiques, statistiques, du mix modeling, des modèles complexes. On peut tout simplement faire des statistiques descriptives, comme vous le voyez à l'écran. Par exemple, mesurer des progressions. Donc, ici, par exemple, le cadrage RSE sur les contenus dédiés ou le poids des parties prenantes impliquées dans la RSE. Et on peut aussi, sur ce temps long, identifier des patterns qui sont en fait tout simplement des modèles de succès mis en contexte pour l'organisation. Maintenant, je vais passer la parole à Christophe qui va vous montrer un peu le pendant de la mesure, mais vraiment ciblé sur les conversations sociales. Oui, tout à fait. Merci Sonia. Effectivement, avec les outils de social listening, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur les médias sociaux concernant la RSE. Alors, social listening, encore une fois, ça va être l'écoute et l'analyse des médias sociaux, c'est-à-dire des conversations, des messages qui sont postés sur les réseaux sociaux et plus largement sur les différents espaces de discussion comme des blogs ou des sites d'avis consommateurs. Donc, c'est quelque chose de très large. Donc, dans le domaine de la RSE, il y a les axes développement durable et diversité dont on a longuement parlé ce matin. Et comme l'avait rappelé Sonia au tout début de notre webinaire, c'est un secteur très mouvant. Il y a eu des revirements, des changements tout au cours de ces dernières semaines, ne serait-ce que par exemple SAP qui a annoncé récemment, au mois de mai, après plusieurs mois d'attente, qu'ils allaient revoir leurs objectifs en matière de parité face à la pression de l'administration Trump. Donc, vous voyez, ça continue à bouger. Tim Cook, j'en ai parlé, et quelques prises de parole pour dire qu'il va adapter ses politiques de diversité. BP qui revient en arrière sur le développement durable, sur les énergies renouvelables. On pourrait citer d'autres entreprises comme IBM, par exemple. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un environnement mouvant qui nécessite une écoute en permanence. On a, via l'étude Brand Influence Index, finalement pris une photographie à un instant T, collecté des données sur 12 mois et établi un classement. Et on voit que ça continue à bouger, évidemment, après la fin de ce classement. Donc, d'où le besoin de
d'une écoute social média en permanence, notamment pour mesurer ces fameux moments, ce contexte politique et l'impact des messages qui va varier en fonction du contexte. Donc, je reviens un peu dessus, je vous en ai parlé. En fonction du moment de communication, par exemple sur les politiques de diversité, les messages des marques n'ont pas eu forcément le même impact. En bleu à l'écran, c'est les communications, la mesure des communications, des messages du groupe Brown-Forman, qui est fabricant de la marque de whisky Jack Daniels, qui avait annoncé en août 2024, donc à ses employés, qu'il allait plus lier la rémunération des cadres aux objectifs de diversité. Ça n'a pas eu l'impact qu'ont eu d'autres messages de marque plus tard, puisque c'était à l'été 2024 et il n'y avait pas cette fameuse attention médiatique à cette époque-là sur ce type de communication, de prise de parole. À l'inverse, le 10 janvier, Meta, Facebook a annoncé dans un mémo interne mettre fin à plusieurs initiatives en termes de diversité. En janvier, McDonald's a annoncé réduire aussi ses politiques DEI. En novembre, donc après la victoire à l'élection de Donald Trump, Walmart avait annoncé l'abandon de plusieurs initiatives. Tout ça, ça a créé vraiment des bad buzz et beaucoup de reprises sur les médias sociaux. Par exemple, pour Walmart, c'est la courbe verte, tout simplement parce qu'à ce moment-là, les médias sont très, très focalisés sur ces politiques-là, sur toutes les prises de parole à la fois de Donald Trump et des marques concernées. Et donc, il va y avoir une attention médiatique très forte et donc un impact des messages qui va être très fort. Et dans ce cadre-là, plutôt négatif, évidemment, pour la marque. Alors, avec le social listening, on va pouvoir mettre en place une surveillance, un monitoring des initiatives RSE globales ou bien on va se focaliser sur certaines dimensions. Parce qu'il faut savoir que les RSE, il y a différents piliers. Là, on a beaucoup parlé de l'environnement et du développement durable, diversité, relations et conditions de travail. C'est deux piliers. Il y en a d'autres. Il y a la gouvernance, il y a les droits humains, la loyauté des pratiques, protection des consommateurs, le fait que la stratégie de l'entreprise soit en phase avec les communautés et le développement local, par exemple. Donc, ces différentes dimensions. Donc, avec le social listening, on va pouvoir prendre en compte ces différentes dimensions, surveiller donc l'environnement, les différentes dimensions de la RSE, les concurrents, les acteurs d'un secteur et toutes les initiatives. Donc ça va être relativement simple. Vous avez été aidé notamment dans votre requête RSE par l'intelligence artificielle générative pour créer vos requêtes dans les langues de votre choix avec tous les concepts qui peuvent concerner la RSE. Là, en tapant RSE seulement, on va avoir tous les concepts liés qui peuvent être intéressants de scanner. Scanner, c'est-à-dire regarder toutes les conversations qui mentionnent ces concepts-là sur les différents réseaux sociaux et espaces de discussion et médias digitaux dans différentes langues. Là, que vous voyez s'afficher, donc ça va d'un LinkedIn en passant par Facebook à des espaces d'avis consommateurs, par exemple, Blue Sky, TikTok, Thread, etc. Donc ça suit l'évolution évidemment des espaces de conversation sur les médias sociaux. On va donc capter un certain nombre de conversations et de messages autour de différents concepts. Donc on peut se focaliser sur un pilier de la RSE, vous les voyez à gauche dans les filtres, le développement durable, la diversité, l'équité et l'inclusion, ou avoir une vraie granularité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à l'intérieur du développement durable, ne s'intéresser par exemple qu'aux notions de décarbonation, seulement au recyclage, ou seulement à la gestion des déchets. Donc on a toujours cette possibilité d'analyse très fine permise par les outils, par nos outils de social listening. Et puis, vous allez pouvoir, de cette manière-là, collecter un certain nombre de commentaires et de messages sur finalement les marques et certaines marques pour leur politique RSE. Des articles, des réactions aux communications des marques, des messages spontanés d'internautes sur la RSE et ces marques, mais aussi la communication de partenaires et différentes parties prenantes, des fournisseurs, des partenaires technologiques. Il y en a beaucoup qui s'expriment. Beaucoup aussi de messages du type événements et colloques auxquels participent les marques ou des gens qui parlent de ces marques, qui va nous permettre de mesurer un impact média et social média, la visibilité des articles dans les médias, la visibilité et la reprise et les partages des communications des entreprises dans les médias sociaux, la performance des publications.
Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir se focaliser sur un secteur en particulier ou des entreprises en particulier. Donc là, je me suis amusé à croiser les entreprises, à étudier dans notre brand index, dans notre étude brand index avec les différentes notions et concepts de RSE. Donc, en regardant par exemple une de ces entreprises qui a DHL, eh bien, on va pouvoir capter ces différents messages, les messages de la marque ou à propos de la marque qui sont extrêmement diversifiés puisque on a à la fois la marque qui s'exprime, mais aussi des partenaires, par exemple les fabricants de camions ou d'avions qui parlent du partenariat avec DHL. Et là encore, les outils d'intelligence artificielle générative vont vous permettre de gagner du temps en sélectionnant, en synthétisant les différentes dimensions à propos de DHL et du développement durable, où ça pourrait être DHL et la diversité en fonction de ce que vous avez paramétré. Et ils vont vous afficher à l'écran donc toutes les notions différentes sur lesquelles la marque communique ou sur lesquelles les internautes discutent à propos de DHL et de ces notions de RSE. Donc, vous voyez qui s'affiche ici en écran. Donc synthèse et analyse des mentions. Et puis comme le disait Sonia, eh bien, c'est toujours important de pouvoir se comparer pour se mettre en perspective, pour évoluer avec les performances d'autres acteurs du secteur. Alors, on va regarder déjà la performance de ses propres publications en tant qu'entreprise. Donc là, on voit par exemple la performance de chaque message de DHL sur les médias sociaux, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, Threads ou Facebook, et j'en passe. Donc la performance, c'est comme le disait Sonia, ça peut être l'engagement, des vanity metrics comme les likes, mais aussi des choses un peu plus qualitatives comme le nombre de commentaires et le type de commentaires associés à tel ou tel message. Ça va permettre ensuite de potentiellement modifier sa communication, s'adapter en fonction de l'engagement, donc adapter la forme ou le type de message. Puis on peut comparer donc les performances de DHL aux principaux acteurs du secteur, UPS, FedEx, ou bien un acteur de référence qui n'a pas grand-chose à voir avec le secteur, mais dont on sait que ses communications en matière de RSE sont généralement performantes. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir élargir un petit peu l'analyse en se comparant à un acteur hors secteur. Donc voilà les possibilités du social listening, en plus des possibilités d'analyse à travers les études et les insights que nous a décrit Sonia concernant les médias traditionnels. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ces notions d'analyse de marque et de brand index, présentation des résultats du brand index. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous contacter donc par mail si vous avez des questions plus précises concernant à la fois le classement brand index et l'approche décrite par Sonia donc pour les analyses et les études concernant les RSE ou d'autres sujets. Je vous rappelle que vous allez recevoir par mail le replay de ce webinaire. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Bien, merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir.